937 cas confirmés de coronavirus en République démocratique du Congo, 768 actifs, 130 guéris et 39 décès. C'est par ce bilan que je vous salue, mesdames et messieurs. Très heureuse d'être avec vous pour Info 7 de ce dimanche. J'ai le plaisir de recevoir Franck Diongo, président du MLP. Et comme la formule est consacrée, c'est avec Franck Diongo que nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc d'être avec vous une fois de plus, Franck Diongo. Bonjour, Paulette Kimoto. Merci. Franck Diongo, j'ai déjà publié sur mes pages dans les réseaux sociaux que je vous recevais. Et beaucoup m'ont dit de vous poser cette question. Nous sommes à Congo Web, chez nous c'est la vérité, polélé comme on dit. Mais les gens disent, mais Franck Diongo, est-ce que c'est pas une querelle personnelle avec Vital Kamerhe? Que veut Franck Diongo en passant comme ça dans les médias? C'est pas peut-être que vous vous acharnez contre Vital Kamerhe, mais les gens ont cette impression-là que ça devient une guerre personnelle envers le président Vital Kamerhe ou le directeur de cabinet du chef de l'État. Et les gens d'ailleurs appuient encore. Est-ce que Franck roule comme ça là, Tony? Bon, c'est vous qui m'avez invité. Je n'ai pas sollicité de passer à votre émission. Alors, est-ce que vous m'avez invité parce que vous êtes mon agent pour me chercher du travail? Je vous rétorque la question. Mais dis-moi, je crois que vous-même, vous avez la réponse de la question. Franck Diongo, qui est le plus vieux opposant après Etienne Tshisekedi, tout le monde connaît sa moralité, son franc-parler, son parler clair, son parler vérité, son attachement à l'intérêt général, n'a jamais fait un combat personnel. N'oubliez pas qu'il y a des moments où, dans le combat de la vérité, Franck Diongo peut être seul contre tout le monde. Vous vous rappellerez qu'à l'étape de la SEMCO, j'étais pratiquement seul contre tous les Congolais, les catholiques, l'opposé de la majorité. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat de la démocratie, pour la vérité, à la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité, un combat de l'état de droit, un combat contre la corruption. Je crois que n'oubliez pas que je ne suis pas seulement un homme politique, je suis chercheur sur la question congolaise. À ma qualité de chercheur, j'ai le devoir de montrer aux Congolais certaines vérités pour donner la ligne. Pour terminer donc, est-ce que Franck Diongo peut encore se justifier si sa politique c'est pour chercher l'argent ou les postes que l'opinion tranche? Voilà, et c'est pour la première fois, hein, je sais que vous êtes dit que vous êtes un chercheur, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a déjà eu une pareil cas en République démocratique du Congo qu'un directeur de cabinet d'un ex-chef d'État de Kasavubu à Joseph Kabila qui soit déjà allé en prison? On a déjà eu un directeur de cabinet emprisonné? Non, d'abord un ancien président de l'Assemblée nationale et un directeur de cabinet en fonction. Au Congo, ça n'a jamais existé. Il y a seulement à l'époque de Bochab, avec Joseph Kabila, où nous avons demandé d'inviter, interpeller Bochab à l'Assemblée nationale. S'il devait se présenter, par exemple, mercredi, le lundi, il avait démissionné. Il n'était pas venu. Et un autre cas de jurisprudence, c'est avec Béassikou. Béassikou, sur la falsification du journal officiel, c'est moi, Franck Diongo, qui l'avait auditionné à l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement a déjà auditionné un directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, ça veut dire que c'est ça. Alors, au niveau du contrôle parlementaire. Mais maintenant, au niveau judiciaire, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle faute détachable et non détachable. C'est-à-dire, lorsque un homme ou un agent de service public de l'État qui a, dans le cadre de ses fonctions, commet des infractions sur le plan pénal, il faut détacher la faute sur le plan administratif parce que le directeur du cabinet n'est pas poursuivi par le tribunal administratif au Conseil d'État pour les actes administratifs, mais il est poursuivi sur les faits des infractions. Il est présumé innocent. Hein? Il est poursuivi. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il est poursuivi par le parquet en pénal. Donc, les actes qu'il pose en pénal, parce que l'infraction est individuelle. Okay. Donc là, ça n'engage pas la fonction de directeur du cabinet
de chef de l'État et ça engage vraiment un Congolais qui a commis des infractions dans le cadre de ses fonctions. Merci de et cette il n'y a précision. pas d'immunité, il n'y a Par pas de rapport à privilèges ça. et de juridictions pour ça. Merci Franck Diongo pour cette précision. Nous allons commencer par le Covid-19, mesdames et messieurs. C'est depuis un certain temps qu'on commence que par ça parce que c'est vraiment ça qui fait la une. Nous allons parler de la prorogation de l'état d'urgence. Vous le savez déjà que l'Assemblée nationale a prorogé cela d'une quinzaine de jours. La situation du Covid-19 en République démocratique du Congo, je vous ai donné les derniers chiffres pour ce dimanche. Je ne sais pas si pendant la semaine cela va évoluer. Et évidemment, le chef de l'État qui est descendu pour palper du doigt les réalités sur le terrain. Nous avons vu les images, nous avons vu les propositions, vraiment ce que les gens ressentaient, les malades, ce qu'ils ont dit au chef de l'État par rapport à leur situation, comment ils sont incarcérés et tout ça. Nous avons suivi la descente du chef de l'État. Premier condensé, mesdames et messieurs. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu une journée chargée ce jeudi 7 mai 2020 suite à la visite de personnes atteintes du coronavirus. Le président de la République a commencé sa tournée par la clinique Ngalema dans la commune de la Gombe. Après, il a tour à tour visité les malades de Covid-19 au centre médical de Kinshasa CMK, à l'hôpital du Cinquantenaire ainsi qu'à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise Anjili. Il visite ensuite l'équigé de la riposte à l'Institut national de recherche biomédicale. Le chef de l'État a également visité les chantiers Pascal, Mitabé, Debonom pour finir sa journée dans les chantiers du centre-ville Assanef, Mandela et Sosimat. Des travaux lancés depuis une année dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours. Ici, il est noté que lors de la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'INRB, plusieurs cartons contenant les CV organiques du Madagascar ont été aperçus. L'Assemblée nationale ne lésine pas sur ses moyens quand il s'agit de respecter les mesures préventives au Covid-19. Et pour la plénière de ce mercredi axée sur la gestion de cette pandémie, tout a été fait pour respecter les mesures barrières. De la désinfection à la distanciation sociale, sur fond d'un format réduit, rien n'a été laissé au hasard. Quant aux députés qui n'ont pas pu accéder à la salle de plénière, ils ont suivi les travaux via la téléconférence qui pour une première était une réussite. Sur le fond, répondant à la question d'actualité du député national François Nzekouye relative à la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo, le chef du gouvernement s'est voulu optimiste, rappelant les différentes mesures prises au niveau de l'exécutif pour contrer la propagation et atténuer les effets néfastes de ce virus. Le gouvernement entend particulièrement améliorer l'allocation de ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes telles que les rémunérations, les dépenses prioritaires relatives à la santé et la relance de l'économie, la prédominance de ces dépenses sur les autres dépenses. À noter que lors de cette séance, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement avait déjà débloqué plus ou moins 3 millions de dollars sur les 132 millions qu'exige le plan stratégique national de la riposte contre le Covid-19. Franck Diongo, nous avons suivi la prorogation de l'état d'urgence. L'Assemblée nationale s'est réunie, les mesures ont été respectées, la distanciation sociale, le port de masque, tout ça a été respecté. Il y a eu même la téléconférence qui a été une réussite, Élisée Odia l'a dit. Mais cette prorogation, ça va se faire après combien de jours ? On doit exiger cette prorogation après combien de jours? Vous avez été député, ça se passe après combien de jours? Non, généralement, dans la philosophie générale de l'état d'urgence, c'est que l'état d'urgence dans la première facette, c'est 30 jours. 30 jours. 30 Okay. jours, et après les 30 jours, on doit renouveler chaque 15 jours. Donc chaque 15 jours, le chef de l'État doit aller au Parlement ou il y a une procédure? Il demande simplement. Il demande au Parlement et il va renouveler autant de fois que possible jusqu'à ce que la crise soit éliminée. Ok. Donc alors, tous les 15 jours. Maintenant les rapports que le gouvernement doit donner, doit évaluer
pour voir si on peut continuer ou on arrête. Mais l'évaluation, c'est dans chaque 15 jours qu'il faut solliciter. Quels sont les éléments qui peuvent qui fait pousser à cette prorogation tous les 15 jours? Donc quand on sent qu'il y a un statu quo, on peut demander, mais quand on sent qu'il y a par exemple moins de décès, moins de cas, on peut demander, on peut ne plus l'exiger. Non, c'est-à-dire que la philosophie générale de l'état d'urgence, c'est quoi? L'état d'urgence, c'est quand les institutions, donc quand il y a une menace par exemple, comme le Covid, une menace d'une épidémie comme Covid, quand il y a une sorte de catastrophe naturelle, comme les tsunamis, les volcans. Exactement. Alors, à ce moment-là, on va voir si c'est une affaire qui paralyse toutes les institutions pour tous les pays, ou une partie du pays, parce qu'on peut déclarer également l'état d'urgence sur une partie du pays. Alors, ici, la paralysie générale des institutions demande à ce que... Ah, cet état d'urgence, c'est pour toute la République. Mais non, c'est pour toute la République. Okay. Donc, l'état d'urgence, on peut demander dans une partie concernée par peut-être la catastrophe naturelle ou par quelque chose d'imprévu. Exactement. Alors maintenant, si c'est général, comme dans les cas d'espèce, il faudra maintenant voir comment ça fonctionne. Pourquoi l'état d'urgence en fait? L'état d'urgence, c'est comme une dictature autorisée. Parce que les institutions sont paralysées, le président de la République qui assure la continuité de l'État a des pouvoirs spécifiques, les pouvoirs débordants. Parce que les principes qui fondent l'état d'urgence, Paulette Kimoutou, c'est l'instauration de la légalité de la crise. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on doit réduire vos libertés, on ne peut pas réduire les libertés des citoyens dans un état de démocratie, dans le fonctionnement normal des institutions. La base juridique, la base légale, le principe qui fonde l'état d'urgence, c'est l'instauration de la légalité des crises. Vous verrez par exemple ce qu'on dit, un bailleur ne peut pas déguerpir un locataire pendant tel à tel mois. Ça, c'est une attaque, on est dans les droits privés des citoyens. Dans les cadres normal, on viole. Alors, dans les cadres normal, on viole le droit des citoyens. Alors, ces libertés-là, des restrictions de ces libertés, de ces droits-là, doivent avoir une couverture juridique, l'assise légale. Donc, c'est ça la philosophie générale. Donc, ici, par exemple, tous les contrôles qu'on nous fait, on vous bloque, on vous contrôle, c'est l'état d'urgence qui donne le droit à l'état de faire ça. Et la personne qui incarne le pouvoir de l'état d'urgence, c'est le chef de l'État. Nous avons suivi aussi, le Premier ministre Ilunga Kamba a déjà décaissé, donc le gouvernement congolais a décaissé 3 millions de dollars sur les 132 millions. Cela semble vraiment insignifiant. Et nous avons d'ailleurs suivi la sortie de l'honorable Thomas Lokondo qui a parlé, qui a dit mais c'est pas possible, vous cherchez l'argent ailleurs et pourtant ici en République démocratique du Congo, nous avons de l'argent. Il a d'ailleurs cité le cas de la Gécamine ou d'une société dans le Katanga, je ne me rappelle plus des sociétés, mais il en a parlé. Il a dit que d'ailleurs le directeur de cabinet du chef de l'État en avait déjà eu vent à l'époque, une somme de 157 millions, quelque chose comme ça. Alors pourquoi on cherche ailleurs tant qu'on a l'argent ici? Et 32 millions sur 132 millions, Fang Diongo, c'est une goutte d'eau dans l'océan, il faut le dire. Non, mais je pense qu'ici, il faut féliciter la volonté de créer d'abord un fonds. L'épidémie, c'est une menace nationale et internationale, que ce soit 132 millions, que ce soit 3 millions, il faut l'affaire de Covid-19, il faut mobiliser les ressources financières, les intelligences de tout le pays et solliciter également l'aide de la communauté internationale. Je crois que ce qu'il faudra faire, c'est que ce soit l'État congolais qui doit se réorganiser davantage, mobiliser davantage de recettes, développer une grande intelligence dans la prise en charge de malades et également au niveau de recettes, parce qu'il y a une ordonnance qui crée les fonds et ces fonds doivent être mobilisés, être bien gérés, que ça ne soit pas détourné. Donc, je crois que nous sommes encore à l'étape de la mobilisation de recettes. Parce que je vous donne un exemple. Nous ne sommes pas encore arrivés au test massif. C'est-à-dire, en Angola, par exemple, on peut tester déjà 5000 personnes par jour. Pas chez nous, hein. Alors, chez nous, on n'est même pas encore arrivé à 500 personnes par jour. Donc, il faudra
mobiliser les moyens, parce que les moyens ne peuvent pas être seulement les moyens financiers. On peut avoir les moyens matériels, on peut avoir des équipements. Les moyens humains aussi. Les moyens humains. Alors, il faut voir maintenant les infrastructures, les équipements médicaux. Donc, la volonté, c'est qu'il faut mobiliser beaucoup de moyens financiers, matériels et humains. Nous avons vu la descente du chef de l'État à la clinique Ngalema, CMK, clinique du cinquantenaire, l'hôpital sino-congolais de la commune de Djili. Et un fait quand même insolite, j'aimerais bien vous poser cette question. Beaucoup disent, mais quand on regarde sous d'autres cieux, les malades du Covid-19, ils sont sous respirateur, entourés des tuyaux par-ci par-là. Et chez nous, on voit les cas des malades du Covid-19 au balcon, en train de crier, en train de parler. Alors les gens se posent la question, est-ce qu'ils sont vraiment atteints du Covid-19? C'est vraiment l'impression que ça a donné. Vous êtes proche du peuple, Franck Diongo. Est-ce que cette maladie, il faut dire à cette population, est-ce que cette maladie existe-t-elle réellement? Parce que les gens, jusqu'à aujourd'hui, moi je pose la question aux gens, ils disent non madame, ça n'existe pas, c'est un mythe, on ne voit pas les malades, on ne voit pas où ils sont logés, où ils sont internés et tout ça. Alors cette maladie n'existe pas. Vous qui êtes proche du peuple, parlez un peu à cette population, dites-nous, est-ce que cette maladie existe réellement ici en République démocratique du Congo? Nous sommes déjà à 937 cas. Je vous donne un cas que j'ai vécu moi-même, ok, à la clinique Ngalema. Prenons les cas. Ma propre maman était hospitalisée pour une autre maladie. Et dans la salle d'urgence de clinique Ngalema, ils ont reçu un malade qu'on a soigné d'une autre maladie. Ils ont prélevé le sang pour tester s'il avait le Covid-19. Le monsieur est décédé, on ne savait pas qu'il est mort de Covid-19. Oh là, il est sorti. Le résultat sort, 13 personnes de Ngalema, les personnes qui avaient soigné, sont atteintes du Covid-19. Du Covid-19. Les personnels soignants en Ngalema. Et c'est la raison pour laquelle ma mère, avec son âge, comme elle a été testée négative, on l'a fait sortir parce que c'est dans les pavillons qu'on devait loger les gens de Covid-19. Donc, ils existent. Hein? Non, je parle de personnel médical qui avait soigné un malade comme ça, non identifié comme Covid-19. Donc, la maladie existe. Au moment où je vous parle, vous avez en Ngalema 11 à 13 personnes de corps soignants sont atteints de Covid-19 pour avoir soigné un malade dont on n'a pas identifié à l'avance. Le président... Donc pour moi, Covid-19 existe, il faut prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Et la situation des personnes soignantes d'Ngalema, tout le monde connaît. C'est sorti mal éteint, moi j'étais là. 100 jours, le chef de l'État est descendu aussi pour voir un peu la suite des travaux par rapport à ce dossier. Moi, je peux dire comme un dossier brûlant, le dossier de 100 jours qui a amené son directeur de cabinet à Makala. 100 jours. Surtout pour les sauts de moutons. Nous, à la Tchangou, c'est vraiment un casse-tête pour arriver ici en ville. Le directeur de cabinet du chef de l'État avait promis, j'ai suivi même son interview à Top Congo, que d'ici le 31 mai, si je ne me trompe pas, on nous aurait donné tous les sauts de moutons, tous ces travaux de sauts de moutons. Aujourd'hui, il est en prison. On va respecter le délai, Franck Diongo? Quel délai? Pour nous livrer les sauts de moutons. Mais on a déjà dépassé, c'est passé, les 100 jours, c'est 3 mois et demi, 3 mois et 15 jours. Un an déjà, depuis qu'on a commencé ces 100 jours. On a fini tout ça, c'est à cause de Vital Kamerhe. C'est lui qui a tout bousillé, le programme des 100 jours. Non, mais moi je n'aime pas qu'un débat soit personnalisé. Mais on peut parler que de lui. C'est lui qui était le centre ou le moteur soit personnalisé. De tout ça. Je crois que le vrai problème qu'il faut poser sur les 100 jours, ce sont les poursuites judiciaires liées au détournement des fonds de 100 jours, liées à la non-livraison des sauts de moutons, des maisons, des médicaments. On en parlera. Mais c'est pas s'attaquer aux individus et ça ne fait pas sérieux. Mais c'est l'individu qui travaille. Donc on n'y peut rien, c'est son nom qui est en tête. D'ailleurs, son procès, c'est pour ce lundi. C'est pour ce lundi son procès. Donc c'est lui qui est prestataire. Laissez-moi vous dire,
j'ai avec moi, vous savez que vous... Nous allons parler, Franck Diongo, parce que nous allons prendre autre chose, la télé c'est le temps, nous allons parler nous allons aller un peu à l'Assemblée nationale, nous allons parler un peu de la sortie médiatique des femmes du FCC par rapport à cette situation qui s'est déroulée au Sénat. Nous allons parler aussi du soutien de quelques compatriotes au président du Sénat. Vous le savez, bon, le linge sale, comme on dit, ça s'est lavé en famille, mais d'autres disent que non, la femme elle-même le dit, Bijou Goya dit qu'elle subit des pressions de la part des quelques au cadre du FCC pour comment dire qu'elle ne porte plus plainte ou qu'elle mon Dieu, le mot m'échappe, qu'elle n'este pas en justice, voilà, le président du Sénat, Tambo Mamba. Donc nous allons suivre cela, deuxième condensé. Les femmes du FCC constatent que l'honorable sénatrice Bijou Goya a, au cours de cette plénière, pris la parole sans autorisation préalable et s'est livrée à une escalade verbale injurieuse à l'endroit de l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC regrettent que, lors de sa sortie médiatique du vendredi 1er mai 2020, l'honorable sénatrice Bijou Goya ait poursuivi son entreprise en traitant de pervers l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC fustigent et dénoncent la montée en puissance de la manipulation politique et de la désinformation dans le but de discréditer l'image de marque de l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'a pas agi en tant que femme, mais plutôt parlementaire et politique. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'est pas à son premier forfait du genre. Il n'y a donc pas lieu de crier à la victimisation féministe. Les femmes du FCC désapprouvent l'ingérence opportuniste de certains compatriotes et mouvements féministes qui cherchent à entretenir au sein de l'opinion publique du sensationnel sur fond de la supercherie. Les femmes du FCC rassurent l'opinion nationale et internationale que l'honorable président du Sénat est respectueux de la dignité et de l'honneur de la femme et il veillera toujours. Les femmes du FCC prônent le respect des valeurs. Les femmes du FCC réitèrent le soutien indéfectible à l'honorable président du Sénat, Alexis Tambo Mamba, et à son autorité morale, le président sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Au-delà de l'altercation entre le président du Sénat et la sénatrice Bijou Goya, certaines organisations tiennent à voir clair sur les travaux de modernisation de la Chambre haute du Parlement. Dans un communiqué publié le mardi 5 mai, l'Observatoire de la dépense publique et le groupe de réflexion et d'échange sur les marchés publics en RDC émettent des doutes sur le respect de la procédure des passations des marchés s'agissant des travaux de modernisation des bureaux du Sénat. Pour l'ODEP et le GREM, un audit complet de ce marché par la Cour des comptes pour, entre autres, identifier l'entreprise titulaire du dit marché en vue notamment de vérifier ses liens, capitalistes ou autres, avec les membres du bureau du Sénat, ses capacités professionnelles, techniques et financières à exécuter les dits marchés s'avèrent indispensables. Alors que dans sa réponse en plénière à la demande d'explication sur les travaux par la sénatrice Bijou Goya, Alexis Tambo Mamba affirmait que l'attribution de ce marché de gré à gré était due entre autres à l'absence du budget pour le marché dans la loi des finances et le souci de moderniser les locaux du Sénat. Ces deux ASBL estiment pour leur part que ces motifs ne sont pas valables. Aussi, ces travaux ne sont justifiés par aucune urgence impérieuse nécessitant une intervention immédiate. S'agissant du préfinancement des dits travaux, ODEP et GREM déplorent le fait qu'ils aient été faits par une entreprise dont la dénomination n'est pas connue à ces jours. Pour rappel, les explications sur les travaux de réflexion du Sénat sont à la base des escalades qui ont eu lieu récemment entre le président du Sénat et la sénatrice Bijou Goya. Le dit marché était évalué à 4 millions de dollars alors que le budget d'investissement du Sénat est de 2,8 millions de dollars. Pendant ce temps, d'autres sénateurs font observer que l'hémicycle
avait fait l'objet d'une rénovation pendant la présidence de Léon Kengo Adondo. Franck Diongo, vous avez suivi ces femmes du FCC. Pour vous, est-ce que c'est une faute ou, comme elles sont du FCC, c'est la ligne politique de leur regroupement, ils devaient soutenir de facto Alexis Thambwe Mwamba? Bon, de toute façon, nous sommes dans la démocratie pluraliste. Les femmes du FCC, ils n'ont pas dit que nous, femmes parlementaires du FCC. C'est un débat au-delà du Parlement, la déclaration. Même si ce sont des femmes, quelques femmes parlementaires sont parmi. Mais ce qu'il faut tirer comme leçon, la sénatrice Ngoya Bijou a posé un très sérieux problème de fond. On en parlera d'ailleurs. Un très sérieux problème de fond de marché de gré à gré d'un montant qui n'est pas dans le budget et on a préfinancé. Parce que le marché de gré à gré, généralement, c'est dans... Est-ce que c'est illégal, marché de gré à gré? Est-ce que c'est illégal? D'une façon générale. D'une manière générale, il y a des montants. Et si je savais, on va parler de ça. Il y a des montants qui exigent un appel d'offres. Mais le caractère dangereux de la situation du Sénat, c'est que les montants demandés pour la réhabilitation d'une salle, qui ne dépasse pas 300 personnes est supérieure à la réhabilitation des stades de martyrs qui prend 80 000 personnes. Ça, c'est la première anomalie. Deuxième anomalie, les marchés en question n'ont pas de ligne budgétaire. Donc, ce n'est pas prévu dans le budget du Sénat. Et les montants d'investissement dans le Sénat est inférieur à ces dépenses-là. Donc, toutes ces anomalies-là demandent qu'il faut qu'il y ait une enquête. Mais pourquoi il faut qu'il y ait une enquête judiciaire parce que l'enquête parlementaire est bloquée. Tout pour qu'il n'y ait pas cette enquête. Non, parce qu'il n'y aura plus d'enquête parlementaire, il faut saisir la justice. Il faut une enquête judiciaire. C'est ce qu'a fait Mme Ngoya, mais parce qu'on est dans l'état de droit. C'est ce qu'elle a dit elle-même, elle subit des pressions. Pourquoi? Donc il y a des casseroles, il y a des squelettes dans les placards. C'est un combat de la bonne gouvernance. Pour nous, MLP, nous disons c'est un combat de la gouvernance intègre. Le monde a besoin, pour les Kimutu, d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. Je crois que cette démarche de transparence, des combats contre les antivaleurs, ça doit être le combat de tous les Congolais. Il est vrai que lorsque vous vous attaquez aux antivaleurs, ceux qui sont dans les antivaleurs vont être considérés comme leur ennemi. Mais la vérité n'a pas de béquille pour l'aider. Vous savez, Papa Tshisekedi m'avait enseigné un principe. Si vous pensez que ce que vous faites est juste et correct, ne tenez pas compte de ce que l'opinion va dire. Je sais que le président du Sénat s'est déjà excusé, il a déjà parlé aux femmes, il a dit qu'il a beaucoup de respect par rapport aux femmes, mais j'y reviens parce que cela pose la problématique de la femme en politique en République démocratique du Congo. Beaucoup m'ont dit, mais voilà ce que font les femmes au Sénat, voilà ce que font les femmes à l'Assemblée nationale, voilà ce que font les femmes dans les partis politiques. Franck Diongo, vous êtes président d'un parti politique, le MLP, un grand parti politique. Quel est le rôle et la place de la femme au sein de votre parti? Est-ce que vous offrez du champagne? Est-ce que vous faites un droit de cuissage au MLP? Il faut être clair, nous sommes à Congo Web Télévision, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont refroidies, qui n'ont plus envie de faire de la politique active, se disent voilà, on va nous demander ça, on va nous demander ça, on va nous demander ça, alors qu'on reste à la maison, qu'on prépare notre nourriture tout simplement. La politique, c'est pour les hommes. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui ont envie de faire la politique? Paulette Kumoto, avant de parler sur la question du MLP, le chemin vous dit dans les recherches que nous avons menées, en 97, donc avant l'entrée de l'AFDEL, j'étais en contact avec ministre Luteta, ingénieur Luteta, qui était ministre des Travaux publics, qui avait remplacé le président Thambwe Mwamba, qui était ministre des Travaux publics avant elle. Et la dame a voulu faire la remise et reprise avec le ministre Thambwe Mwamba. Et le ministre Thambwe Mwamba a refusé de faire la remise et reprise parce qu'elle était femme. Tout simplement. Et la femme a envoyé, ça c'est la ministre qui déclare elle-même. Et j'ai demandé qu'elle écrive ça. La ministre a refusé également,
de faire la remise de reprise. Alors, M. Tambouémamba va envoyer son directeur du cabinet. Et la dame également a envoyé son directeur du cabinet. Donc, les deux n'ont jamais fait la... Je vous parle du dernier gouvernement Likoulia. Avant la chute de l'AFDEL. 1997. Tu comprends? Dernier gouvernement Likoulia. Cette dame est encore en vie. Je peux vous donner son téléphone, elle est aux États-Unis, et va vous parler, elle a promis de signer un document. C'est toujours les conflits sur le marché, les ministres des Travaux publics, ils descendent. Tu vois les ponts d'Agmarcheur d'ici, à Utex Africa. Exactement. Alors, dans la construction de ces ponts-là, ça c'est la même dame qui dit, il dit que les Congolais fassent des recherches et des enquêtes. À l'office des routes, on devait réhabiliter ces ponts-là. L'office des routes a demandé 250 000 $, et Safricas a demandé 1 million. Mais le ministre Tambouémamba avait donné à Safricas un acompte de 800 000. La dame descend sur le terrain, on n'a pas travaillé. Donc, pour cette dame, s'il n'y a pas eu l'arrivée de l'AFDEL, il aurait traduit le ministre Tambouémamba en justice pour les 800 000 $ de ces ponts-là qui n'ont pas été construits. Et c'est à l'arrivée des autres régimes qu'on a connu ces ponts. Donc, c'est pour montrer que c'était encore un marché de gré à gré et toujours conflit avec une femme. Donc, je crois que ces informations, dont les recherches que nous sommes en train de mener, nous n'avons rien contre personne, même j'ai le devoir d'informer au Congo la vérité. Au MLP, je pense que nous avons il faut plutôt poser les questions aux femmes du MLP. J'en ai déjà reçu une, alors, brillante ici. Voilà, donc les femmes du MLP, d'ailleurs la porte-parole du parti, c'est une femme. Directeur du cabinet adjoint du président du MLP est une femme, Mama Vicky Mweni, vous avez parlé. Donc les femmes vraiment ont une place de choix dans les structures du parti. Et vous, qu'est-ce que vous... Et nous avons une volonté de promouvoir vous dites aux femmes qui veulent faire de la politique aujourd'hui, qui se sentent un peu refroidies par tout ce qui s'est passé, passé au Sénat? La vie politique, c'est un combat. Tu ne peux pas faire la politique si tu ne peux pas développer la capacité conflictuelle. Nous sommes des combattants et les femmes ne peuvent pas se refroidir. La vie politique ne peut pas être une vie lisse. Je les encourage à braver tout le monde. Il ne faut pas qu'ils attendent de cadeaux. Ils doivent travailler jusqu'à obtenir l'émancipation et les maisons de la femme, de sorte que qu'on ait un président de la République femme, qu'on ait un premier ministre femme, qu'on ait un chef d'état-major général femme. À l'Assemblée nationale, c'est déjà une femme. Déjà, donc, c'est un peu ça. Donc, que les grandes, comme les femmes sont majoritaires au pays, que les femmes dirigent la majorité d'institutions. Le prochain dossier, c'est le dossier Vital Kamerhe. C'est vrai que M. Franck Diongo a dit ne personnalisons pas le débat, mais que voulez-vous, c'est lui qui est cité, ce sera son procès demain. Donc on ne peut parler que de Vital Kamerhe. Désolé, même si dans les lettres, dans les correspondances, on dit toute personne impliquée, mais lui, il est directeur de cabinet du chef de l'État. Vous voyez le poste, vous voyez le prestige de ce poste-là, permettez la tautologie, et c'est vraiment une première. D'ailleurs, un des grands journalistes de RFI, Juan Gomez, en a même fait tout un sujet. C'est une première de voir un directeur de cabinet d'un chef de l'État en fonction en prison. Surtout en Afrique, c'est une première. Donc, Franck Diongo, permettez-moi, nous allons personnaliser des débats. Je suis désolé, on ne parlera que de Vital Kamerhe. Donc, le prochain dossier, c'est sur Vital Kamerhe. Débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Voilà à quoi ressemblaient les discours d'un opposant. Promettre de combattre la corruption au pays. Eh bien, depuis le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi est président de la République. Tout le monde cherche le voir à l'œuvre. Le 2 mars 2019, le chef de l'État lance son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours. Et voilà ce qu'il déclare pour le secteur de l'habitat. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Aucune mention pour les maisons des policiers et militaires. Documents à l'appui, l'on prévoyait la construction de 1500 maisons préfabriquées par la société Samibo Congo, CRL. Montant global du projet, 57 600 000 $ américains. La compte versée était de 17 350 000 $ américains. L'observation était tout de même surprenante.
les matériaux de construction traînent encore au port de Turquie, faute des paiements. Malgré la perception de cet acompte, Samibo Congo SARL n'avait jamais débuté les travaux. Les jours sont passés, les 100 jours écoulés, les 17 millions de dollars empochés. Curieusement, les projets se métamorphosent et s'orientent vers les policiers et militaires, différents de la déclaration du chef. Une nouvelle société intervient dans les projets. Osmal SARL, c'est d'elle qu'il s'agit, émet le 11 juin 2019 une facture de 57 millions de dollars américains pour la fabrication de 3000 maisons préfabriquées, 1000 pour les policiers et 2000 pour les militaires. Selon les sources, Osmal SARL est une société qui appartient au même sujet libanais du nom de Jamal Sami, propriétaire des Samibo Congo, qui n'avait pas encore rendu compte des 17 millions de dollars américains perçus auparavant. Cette société a été créée le 23 avril 2019 pour la circonstance de la mafia et n'a que 9 000 dollars américains de capital social. Pourtant, le 11 juillet dernier, lors de la célébration de la journée africaine des luttes contre la corruption, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dit sa détermination d'en finir avec la corruption au pays. Pour une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. Mais voilà que la mafia se trouve à sa propre porte. Le 20 juin 2019, Vital Kamerhe a saisi la Direction générale de contrôle de marchés publics, lui demandant la non-objection sur les marchés de gré à gré octroyés à Osmal, sa société des circonstances. Franck Diongo, nous sommes, le grand dossier d'Info 7, le dossier Vital Kamerhe. Vous avez vu les éléments, ça date déjà. Congo Web, je crois nous avons été la première chaîne de télévision à parler du détournement de 57 millions de dollars. Il faut quand même nous jeter un peu de fleurs quand même. Nous avons été le premier à en parler. Et si vous voyez les images, eh bien j'avais reçu à l'époque Jolino Makelele par rapport à ce dossier déjà. Donc, depuis le 2 mars 2019, le président avait mis en décompte son programme de 100 jours, programme d'urgence de 100 jours, 3000 logements et tout ça. Et tout a été vraiment bien dit par le président de la République. Une année, plus d'une année après aujourd'hui, Franck Diongo, le bilan est là, arrestation des directeurs de cabinet, plus de millions et des millions d'argent détournés et tout ça. Quelle est d'abord la toute première question, Franck Diongo? Votre lecture de cette chose, votre appréciation, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Une année après, il y a autant de dossiers par rapport à ce programme d'urgence de 100 jours. Paulette Kimutu, vous m'aviez attaqué au début comme s'il y avait un acharnement contre l'honorable Vital Kamerhe. Je n'ai rien contre le président Vital Kamerhe. Nous sommes dans un combat contre la corruption. Vous savez que Franck Diongo, de tous les opposants de ce pays, est le seul qui n'a jamais accepté de travailler avec aucun régime. Depuis Mobutu à ce jour, je n'ai jamais accepté de gérer parce que j'ai des valeurs auxquelles je crois et que Franck Diongo est appelé monsieur le maître propre. Par rapport à ces combats de poursuites judiciaires actuels, votre manière de poser des questions, c'est comme si la première personne arrêtée et la seule personne arrêtée est l'honorable Vital Kamerhe. Il y en a beaucoup tout autour. Parce que la lettre à ma possession ici, de 10 février, oui, vous pouvez. Donc, je peux vous le lire parce que nous en avons déjà parlé aussi. Monsieur, objet, dossier programme de 100 jours, ouverture d'une enquête. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation et Monsieur le Vice-ministre de la Justice. Donc, dans le cadre des travaux de 100 jours initiés par son Excellence Monsieur le Président de la République, il est observé que plusieurs chantiers n'ont pas commencé à ce jour et ceux qui ont réellement commencé peinent à se terminer alors que le Trésor public et le FONER ont déjà décaissé pour leur financement d'importantes sommes d'argent. Je considère que ces faits sont extrêmement graves et vous enjoins d'ouvrir une instruction judiciaire, d'interpeller toute personne impliquée dans ce dossier, d'enquêter, de poser
tout autre acte utile à la manifestation de la vérité et de m'en faire rapport. Il y a extrême urgence. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. Célestin Tunda Yakassende. Donc, à part Vital Kamerhe, bien sûr, mais c'est lui l'élément phare. Il y a bien d'autres personnes qui sont arrêtées aussi. D'abord, vous avez compris. Premièrement, analysons attentivement les choses et les faits. Premièrement, c'est une décision du Conseil des ministres sur instruction du chef de l'État, Premier ministre, le ministre de la Justice, après avoir évalué au Conseil des ministres. Vous avez cette lettre-là qui démontre que on a besoin d'une enquête judiciaire parce que l'argent est sorti et les marchés n'ont pas été exécutés. L'État cherche à comprendre, il n'y a que la justice. Donc ici dans cette lettre que vous venez de lire, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom et l'honorable Vital n'a pas été la première personne et n'a pas été la dernière personne. On a arrêté des gens avant le président Vital, on a arrêté le président Vital, on a arrêté d'autres personnes après le président Vital. Même à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur du pays. C'est pour vous dire que l'affaire est impersonnelle. Toutes les personnes impliquées. La situation du président Vital dont vous faites allusion, n'oubliez pas que le président Vital a été l'ordonnateur de toutes les dépenses. Lui-même a écrit une lettre à l'époque pour suspendre tout paiement s'il n'a pas autorisé. Voilà le hic. Donc, lorsque vous agissez comme comptable d'État, vous serez contrôlé vous dites et ordonnateur. puni. Expliquez à une jeune fille de 15 ans, ordonnateur c'est quoi? C'est lui qui donne l'ordre pour qu'on décaisse l'argent. C'est ça, en français facile. Exactement. Donc, tant que Vital Kamerhe n'a pas signé, il n'y a pas d'argent. L'argent ne sort pas. Ne sort pas. Exactement. Même à la Banque centrale, c'est lui qui écrivait pour qu'on paye. Avec copie, transmis copie à qui? Bon, moi je ne sais là, pas. Là, tu sais pas. Lui-même l'a dit que tout ce qu'il faisait... Non, on va revenir, on va poser toutes les questions. Donc, les problèmes des maisons, prenons l'exemple de... Vous avez compris d'abord qu'il faut dépolitiser. D'abord, il n'y a ni acharnement, il faut dépersonnaliser, il faut dépolitiser, il n'y a aucun acharnement, les problèmes. Et ici, c'est au nom du gouvernement que le ministre de la Justice a écrit. Exactement. Ça dit que tous les ministres de l'UNC étaient là. Tous les ministres de Cash étaient là. Après cette lettre ici qui a été déposée, les enquêtes ont continué, on a arrêté des gens. Prenons les cas, les dossiers de maison dont on venait de suivre ici. Et je félicite le Congo Web qui a été le premier média à alerter l'opinion publique. Je vous en félicite. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce que l'opinion est clairement éclairée? À ma qualité de chercheur sur la situation congolaise, dont j'ai toujours révélé des choses, les dossiers de 57 millions, c'est 2 fois. Il faut compter 114 millions de dollars. Pardon. Donc, on a sorti 2 fois la somme de 57 millions de dollars. Non, il y a 2 dossiers de 57 millions de dollars relatifs aux maisons. Aux maisons. Donc, pour la construction des mêmes maisons. Alors, premier dossier, c'est le dossier de Samibo Congo, de Jamal. C'est lui qui est en prison, là, qui menace de se suicider. Alors, dans ce dossier, vous trouverez ici, quand le président de la République parle de 300 maisons à Maluku, 300 maisons au Congo central, c'est ici. Lorsqu'il signe le contrat, un acompte de 17 millions de dollars est versé à Jamal, à sa société Samibo Congo. Ça, c'est pour construire 1500 maisons préfabriquées. Ça, c'est le premier dossier de 57 millions de dollars. Pour les logements sociaux. Et dans ce dossier de 57 millions de dollars, Jamal, avec cette première société, ils ont perçu un excédent de 9 millions de dollars. Donc 63 millions. 57. Non, 57, c'est pratiquement 66 millions de dollars. 66 millions de dollars. Au lieu de 57, il y a déjà en torse, il y a excédent de 9 millions. Ça, c'est le premier 57 millions de dollars avec société Samibo Congo, société de Jamal, qui a bénéficié le marché de gré à gré
par l'organisateur de marché des 100 jours, parce que le coordonnateur des 100 jours, c'était le président Vital Kamerhe. Une question peut-être assez insidieuse. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien particulier entre Vital Kamerhe et M. Djamal? Est-ce que je peux terminer deuxième? Non, on y va doucement, parce que les gens voudraient comprendre. Parce que vous avez la gré à gré, donc ils se connaissent. Les marchés de gré à gré, les marchés de gré à gré, généralement, se donnent entre les gens qui se connaissent. Exactement. Ce sont les amis, les copains, les connaissances. Généralement, c'est ça. Voilà. On ne peut pas même acheter une personne qu'on ne connaît pas. Il y a un lien d'amitié peut-être entre eux ou de connaissance. Je ne sais pas, je vais définir la nature de l'amitié. On ne peut pas donner un marché de gré à gré de 57 millions de dollars défaut à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exactement. Merci. Ça, c'est le premier dossier de 57 millions. Et l'opinion n'est pas éclairée. Donc, les premiers 57 millions pour 1500 logements sociaux à travers le pays, 300 à Maluku à Kinshasa, 300 au Congo central et répartis comme ça. Avec un acompte de 17 millions, il n'y a pas une seule maison construite et livrée. Avec les 66 millions perçus, il n'y a pas une seule maison construite. Qu'est-ce qui va arriver? On monte un deuxième dossier après les 100 jours. Le 11 juin 2019, il introduit une autre facture, M. Djamal, ça, après les 100 jours, au nom d'une autre société. La société s'appelle Usmal SRL. Toujours Djamal. Il a introduit encore cette facture de 57 millions de dollars. Cette fois-ci, c'est pour les militaires et les policiers. Et cette société n'a que 9 000 dollars de capital social créé au mois d'avril, le 23 avril 2019. Donc une société, au sommet de l'État, une société, c'est incroyable. Écoutez-moi, une société qui n'a que pour capital social 9 000 dollars créé le 23 avril 2019 obtient un marché de 57 millions de dollars pour les logements sociaux au niveau des camps militaires, pour les militaires. Alors, et dans ce deuxième dossier, voilà l'implication maintenant de l'honorable Vital Kamerhe qui écrit à la direction générale. Il faut de la transparence. Vous pouvez la facture, je vais vous dire d'abord la facture numéro 030 de 2019, le deuxième lot par rapport aux 57 millions, on demandait 1000 un autre 57 millions. Donc on demandait 1000 maisons préfabriquées pour policiers, 2 chambres plus salon plus salle de bain. Prix unitaire 19 000 dollars, prix total 19 millions de dollars. 2000 maisons préfabriquées pour militaires, 2 chambres plus salon plus salle de bain. Prix unitaire 19 000 et prix total 38 millions de dollars. C'est pas de francs congolais, hein, mesdames et messieurs, de dollars américains. Total 57 millions de dollars américains. Numéro de compte de la Rabobank 01 06 11 86 201 02. Retiré à la Rabobank. Ça, c'est pour la Rabobank. Donc, pour la deuxième lettre. Ça, c'est maintenant le président Vital Kamerhe qui transmet la copie au chef de l'État avec l'expression de ses hommages les plus déférents, avec à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, son Excellence Monsieur le ministre des Finances, ministre de la Défense et de la société Usmal. Donc, projet d'érection de 300 000 maisons préfabriquées pour militaires, 3 000 maisons préfabriquées pour militaires et policiers pour la ville de Kinshasa. Programme urgent, il a bien souligné urgent 100 jours, demande avis de non-objection. Donc, wana na linga ba koboyate. C'est ça, non-objection. Donc, tindi boy fait bima. C'est ça. En lingala po boyoka bien. Monsieur le directeur général, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous transmets en annexe de la présente le projet mieux indiqué en rubrique, exécuté en procédure de gré à gré avec la société Usmal SARL dans le cadre du programme urgent de 100 jours en vue d'obtenir votre avis de non-objection. Vous trouverez ici indexé les éléments du dossier complet ainsi que les informations administratives de la société prestataire du dit projet. Veuillez agréer tout ça. Vital Kamerhe Loi Kaningini King. Voilà. La question. Donc, Franck Diongo. On y est. On a vu Vital Kamerhe. Expliquer. Vital Kamerhe dit, on va y aller. Quand on voit les ampliateurs, il le dit lui-même, il dit, je faisais tout sous ordre
du président de la République. Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, même s'il était le coordonnateur du projet de Sonjo, est-ce que le président Fachi n'était au courant de rien? Et les lettres sont là, les preuves sont là, et on lui a transmis copie. C'est que moi je ne comprends pas. Est-ce que je peux demander? Je vous en prie. Il faut aller attentivement. On y va attentivement. Première chose, il y a un schéma d'enrichissement illicite, un schéma de blanchiment d'argent, et ces projets, vous allez voir quel est le caractère dangereux que ça représente au pays. Première chose, vous avez vu que les premiers 57 millions, on a décaissé 66 millions. Ok. Un dépassement de 9 millions. Dans les deuxièmes 57 millions, la même personne, lorsque l'honorable Vital écrit programme de 100 jours urgent, mais nous avons déjà dépassé la période de 100 jours. Exactement. On a déjà dépassé la période de 100 jours. Est-ce qu'on est encore dans les 100 jours? Alors, une entreprise qui a été créée après les 100 jours. Et d'abord, qui est M. Jamal? C'est un vendeur de meubles. Il n'a aucune entreprise de construction. C'est un vendeur de meubles à Kinshasa. Il n'a jamais construit cette maison à Kinshasa. Allons-nous donner un marché à répétition de 57 millions de dollars à un vendeur de meubles? Laissez-moi terminer, madame. Laissez-moi terminer. Ça semble trop grave. Non, dans le service du chef de l'État, dans le cabinet ou dans l'année, je ne sais pas si c'est l'année ou les services, M. Fondiogo, de marcher avec des millions de dollars comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un service qui contrôlait Vital Kamerhe? Est-ce qu'il était... Mais vous voyez qu'il y a une lettre pour que le directeur général qui a les contrôles de passation de marché ne refuse pas. Dit ne refusez pas. Et puis, pour que l'argent sorte à la banque, je vous donne un exemple. Lorsque, en une fois, l'honorable Vital Kamerhe, qui écrit à la Banque centrale, qu'on décaisse 34-35 millions de dollars pour payer à cette société, dans les premiers paiements. Parce que dans les deuxièmes 57 millions, il y a 2 millions qui avaient été sortis, et ce que vous dites là, les services de la présidence ont découvert ça et ont bloqué. C'est comme ça que dans les 114 millions, ici un problème, il faut prendre 66 millions du premier 57 millions et 2 millions. Donc dans les dossiers de 57 millions, vous avez 68 millions décaissés. Il n'y a qu'une centaine de maisons au Kanchachi. Il n'y a rien d'autre. Mais mettons dans les justificatifs, vous ne trouverez qu'à peine presque 6 millions qu'on peut justifier. Mais où sont passés le reste de l'argent? C'est ça les dangers qu'il faut comprendre maintenant. Où sont partis les restes de l'argent? 1. Il est interdit de quitter avec plus de 10 000 dollars aller dans un autre pays. Le territoire national. Vous voyagez beaucoup. Et pourquoi l'honorable Vital Kamerhe, qui a écrit à la Banque centrale qu'on paye à Jamal 35 millions de dollars du coup, et a poussé la banque à violer ses propres règles? Parce que la Banque centrale devait prendre de l'argent à travers banque commerciale, Ecobank, Raobank, et on devait payer les fournisseurs graduellement, et la destination principale c'était l'Ecobank. Et l'argent est sorti directement de Raobank. C'est pourquoi Raobank a été impliqué, parce qu'il a couvert les détournements. On est dans une opération de détournement. Alors, lorsqu'on sort 35 millions d'un coup, c'est pour faire quoi avec les 35 millions? Parce que s'il fallait acheter les matériels de construction ou les matériaux de construction, matériels et matériaux à la fois, de construction à l'étranger, pour la construction des maisons préfabriquées, la transaction devait se faire une transaction bancaire du Congo à l'étranger. Mais quelle est la motivation principale de sortir l'argent liquide? Premier élément, la volonté de blanchiment d'argent. Troisième élément, ça peut être un moyen de déstabiliser le régime, on peut faire la rébellion. Parce que 35 millions, si vous commencez à acheter les francs congolais ici, vous allez créer l'inflation. Donc la sortie de 35 millions menace même l'économie. Et alors, il faut qu'on justifie. Les 35 millions sont partis où? Ça devient dans les blanchiments d'argent. Alors, vous savez que lui, il est libanais.
Le Liban est en guerre avec Israël. Est-ce que les 35 millions c'était pour financer les Hezbollah? Beaucoup de questions. Non, ça crée maintenant des problèmes. Et automatiquement, les Congo auraient un problème avec les Américains qui soutiennent les Juifs. Vous voyez le caractère dangereux. Il ne faut pas voir les choses d'une manière simple. Vous voyez le caractère dangereux de cette histoire. Les implications de cette affaire. Donc, et vous trouverez aussi, lorsqu'on parle de la corruption, vous allez trouver que Jamal, qui a acheté un terrain, une concession à Utex Africa, et qui va avec Soraya, la fille d'Amida, Soraya Piana, avec Massaro, le neveu de Vital Kamerhe. Le neveu de Vital Kamerhe, M. Kilangalanga, les conservateurs, et Jamal lui-même pour signer le document des titres de propriété chez les conservateurs. Mais comment celui qui a gagné un marché de gré à gré va donner un don à la famille qui lui a donné le marché? Toutes ces questions, les gens se posent. Comment Jamal donne intérêt à la fille d'Amida, la femme du président Vital, et on trouve les membres de famille du président Vital, sa fille, parce qu'après tout, c'est sa fille, la fille de Vital, parce que la femme de sa femme est son enfant, donc, et les membres de sa famille, et devant les conservateurs, mais comment on doit donner un don? Là, c'est de la corruption. Alors tout ça, il n'y a pas d'acharnement. C'est un problème de comprendre, mais toutes ces implications-là, la juge devait comprendre clair. Pourquoi recevoir des dons de quelqu'un qui a eu des marchés de gré à gré? Oui, Franck Diongo, nous sommes la police de temps. Donc, mais tout ça, nous allons... et puis vous trouverez aussi, vous avez parlé de l'intérieur, mais la société Soko, mais l'honorable Vital a écrit à Foner qu'on lui donne 20 millions de dollars. Par rapport à ce marché-là. Par rapport à ce marché. C'est lui-même qui a écrit. Donc il n'y a aucun acharnement. Alors, tout ça, je vais voir clair. Et puis, ça, c'est le premier dossier des maisons. Mais le dossier de saute-mouton n'est pas encore venu. Donc, il doit répondre également de saute-mouton. Il veut le dossier des médicaments, il doit répondre aussi. Mais il veut la médiatisation. Il veut que son procès de demain, du 11 mai, soit médiatisé. Pourquoi il tient à la médiatisation de son procès? Non, d'abord, il y a des choses, il faut séparer les choses. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. On ne peut pas interdire dans un état de démocratie qu'un procès public soit médiatisé. Je suis au courant que même Congo Web a écrit, on a autorisé à Congo Web de couvrir. L'essentiel, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de bonne foi ou de mauvaise foi? Donc, il y a je connais, il y a Univers Télévision qui est autorisé également. Il y a la télévision Canal Futur de Vital qui est autorisée. Donc, la médiatisation n'est pas un problème. N'est pas un problème dans un état de droit. On va rentrer le droit dans un état de droit pendant ce procès. Et c'est une question que je poserai à tous mes invités jusqu'à la fin de ce procès. Moi, je ne peux pas être contre. Moi, je ne peux pas être contre la médiatisation. Pour Vital Kamerhe, c'est vrai qu'on ne personnalise pas, mais il y a eu des indices sérieux de culpabilité. C'est pour cela qu'il a été mis en détention provisoire. Et c'est cette question que je poserai à tous mes invités jusqu'à ce que ce dossier soit clos. S'il y a aussi des indices sérieux de culpabilité pour le chef de l'État, qu'est-ce qui va se passer? Politique fiction. Quels sont les juges qui peuvent entendre le chef de l'État? S'il y a aussi des indices, parce que Vital a dit, je l'ai suivi, qu'il le faisait que sous ordre du chef de l'État. S'il y a maintenant des indices sérieux de culpabilité, Franck Diongo, politicien avéré, qu'est-ce qui va se passer en République démocratique du Congo avant que nous passions à autre chose? Voilà, là il y a des choses que j'ai expliquées au début. Que d'abord sur le plan de la faute commise par un agent inférieur, un agent subalterne, qui doit donner les rapports à son chef hiérarchique, il y a ce qu'on appelle la faute détachable et la faute non détachable. La faute non détachable, c'est la faute administrative ou s'il y a des sanctions, c'est sur le plan administratif. Donc Vital serait poursuivi par le Conseil d'État pour des fautes d'ordre administratif. Ici, c'est la faute détachable de ses fonctions. C'est-à-dire, il commet une infraction pénale. La responsabilité d'une infraction pénale est individuelle. Donc, il répond
pour avoir commis des infractions. C'est pourquoi, au lieu d'aller au juge administratif, il est parti sur le juge pénal. De deux, raisonnons pas l'absurde que le président de la République aussi, au-delà des caractères administratifs, parce que sur l'autorisation, ça c'est administratif, que le président, pas parce que le président a été complice à l'administratif, non pas même comme témoin, que le président a participé à la commission des infractions. C'est ça la question qu'il faut poser. À supposer que, pas parce qu'il écrit comme ça, sur le seul chef de l'État, ça ne veut rien dire. Là où il faut dire que le président, s'il arrivait que le président aurait participé dans la commission des infractions, quelle est la prochaine étape? C'est ça la question. Quelle est la prochaine étape? Je crois que c'est ça la pensée. Exactement, c'est ça ma pensée. Si le président, il est avéré qu'après les enquêtes, que le président de la République a participé dans la commission des infractions dont Vital est poursuivi, on n'appellera jamais le président pour être les confronter avec Vital à grande distance. 2, les rapports normalement devraient être envoyés au niveau de la Cour constitutionnelle pour que le parquet demande le parquet près et la Cour constitutionnelle demande probablement l'ouverture d'une information judiciaire à charge du président. Et là, le Parlement, à supposer que le Parlement autorise. Après, on trouve que les infractions sont avérées. Alors, il va écrire une lettre pour demander, il a fait les rapports au Parlement, pour demander l'autorisation de mise en accusation du président. Non, je vais terminer. Oui. Alors, à ce moment-là, si le Parlement autorise la mise en accusation du président, donc ça c'est maintenant les deux chambres à Congrès, autorisent la mise en accusation du président. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Le président doit démissionner. Et si le président refuse de démissionner, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune contrainte. Si le président refuse de démissionner, à ce moment-là, il faut attendre la fin du mandat du président. Jusqu'en 2023. Donc, le président ne sera pas impliqué en rien. Même qu'il ait commis des infractions ou pas, ce dossier n'atteindra pas le président. Il a la compétence de juridiction. Il ne va pas descendre pour qu'on le confronte avec Vital. Merci. Même s'il a commis des infractions. Nous allons aller... Et encore que... il faut dénoncer et prouver. Et je doute fort que tel que je connais le président Félix, qu'il ait participé dans la mafia. Et c'est lui s'il savait qu'il est dans la mafia, il n'autoriserait pas ça. Nous allons vraiment parler d'autre chose. Le dossier est clos. Nous allons parler maintenant de l'affaire passeport. Vous le savez, on dit que le passeport congolais est parmi les passeports les plus chers. Je crois que c'est à 185 $ officiellement, mais pour en avoir vraiment le plus rapidement possible, nous déboursons plus de 200 $ pour obtenir ce passeport. Et nous sommes déjà à la fin avec une société, de partenariat avec une société qui produisait ce passeport, et beaucoup de Congolais se lèvent pour dire non à la reconduction de ce partenariat avec cette société. Et nous allons parler de l'affaire qui a fait le buzz encore cette semaine, et évidemment, c'est l'affaire sextape du pasteur Mukuna. C'est pratiquement 2 semaines déjà que nous sommes au front actif contre le renouvellement du contrat liant la République démocratique du Congo, notre pays, et le consortium belge Semlex. Le contrat qui avait porté sur l'implantation dans notre pays d'un système d'identification nationale incorporant la production du passeport congolais en mode Build, Operate and Transfer. Et nous avons écrit à toutes les autorités concernées. Et nous sommes en train de réclamer que le passeport congolais, le prix soit sensiblement revu à la baisse. Que le volume du passeport congolais, au lieu de 15 feuillets, qu'il soit aussi revu à la hausse, qu'on augmente le volume même à 25 ou 30 feuillets. Est-ce qu'il y a d'écho? Je constate comme vous que jusqu'à la date de ce jour, à 33 jours de l'expiration du contrat, le gouvernement congolais continue de garder silence. Ce silence nous inquiète. Ce silence nous inquiète d'autant plus que aujourd'hui, le gouvernement devrait nous éclairer sur l'après ces contrats. Aujourd'hui, le gouvernement ne doit plus seulement nous dire que ces contrats ne sera plus renouvelé. Si le gouvernement ne nous dit pas qu'est-ce qu'il va faire pour l'après l'expiration de ces contrats. Et depuis que nous avons lancé cette campagne de mobilisation contre le renouvellement de ces contrats, je reçois des appels des Congolais de partout à travers le monde, que ce soit ceux qui sont ici au pays,
même ceux qui sont dans la diaspora. J'ai reçu des appels des Congolais qui vivent au Chili, vivant en Russie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'étais même surpris qu'il y a des Congolais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai reçu des appels des Congolais de Belgique, de France, du Canada, de Londres. Et je profite de cette occasion pour les féliciter pour cet élan patriotique et leur mobilisation, leur adhésion à cette cause citoyenne. Et voilà pourquoi je profite de cette occasion pour les féliciter et leur demander de rester mobilisés jusqu'à ce que notre gouvernement doit nous fixer. C'est un parti qui se voudra solidaire à la cause du pasteur Mukuna, impliqué dans un sextape dans les réseaux sociaux. Pour le président, prenons-nous en charge le scandale sur la toile, c'est relève de certains membres du FCC pour nuire à la lutte de veille de conscience patriotique. Aujourd'hui en Europe, il y a une nouvelle technique de deepfake. On peut prendre, scanner votre image, scanner la figure d'une autre personne, le mettre ensemble et puis vous faire parler des choses alors que ce n'est pas vous. Alors ceux qui sont à l'origine, je me dis bien, ce sont les FCC. Ils ne sont pas leur premier forfait. Rappelez-vous l'histoire de Joe Mindongala, rappelez-vous l'histoire de tous les grands opposants. Ils sont passés par là. Imaginez l'histoire de Chebeya. Hein? Donc tous ces gens, Moïse Katumbi, tous ces gens-là, Coutinho Fernando, ils ont jeté les armes dans sa maison pour dire que voilà, Coutinho Fernando, il préparait un coup d'État, il est paraplégique aujourd'hui. Jean-Baptiste Kankonda ne passera pas loin de l'insolite au Sénat entre la sénatrice Bijou Goya et son président Alexis Tambouimamba. Le numéro 1 de Penec impute à ces derniers le péché de la récidive. Le Sénat, c'est un endroit où on trouve les sages qui peuvent régler le problème. Rappelez-vous, Tambouimamba, il a attaqué le chef de l'État. Tambouimamba, il a attaqué le journaliste, rappelez-vous. Je crois bien que ça doit être en 2016 ou 2017. Et tous ces temps, son langage, c'est un mauvais langage. Moi, je me dis, Tambouimamba doit répondre de ses actes. Un, et puis de deux, il doit présenter sa démission parce qu'il n'est pas digne de représenter le peuple congolais. Prenons-nous en charge comme parti politique proche du régime, travaille pour la réussite de la vision de l'actuel homme fort de la RDC, Félix Tshisekedi. Franck Diogo, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. L'affaire passeport, le partenariat avec une société qui nous produisait les passeports arrive à sa fin et beaucoup de Congolais, nous qui vivons presque dans les réseaux sociaux, se lèvent pour dire non au renouvellement de ce partenariat parce que nous avons le passeport le plus cher, 185 $ pour obtenir un passeport. Quelle est votre appréciation? Parce que le chef de l'État l'avait dit, moi je l'ai suivi quand il était encore opposant, il a dit on doit diminuer le prix du passeport. Et aujourd'hui, le prix est toujours le même, une année après sa prise de pouvoir. D'abord, Paulette Kimoto, les problèmes les plus graves, ce n'est pas de renouveler les contrats. Les problèmes les plus graves, c'est que nous avons une dette de 2 millions. Tout l'argent qu'on paie, là, l'État a une dette de 2 millions. Par rapport à cette société? Par rapport à cette société. Donc, alors que tous les passeports ont été achetés. À un moment donné, vous allez comprendre qu'il y a eu même rupture des passeports diplomatiques et des passeports de service. À un moment, oui, il n'y en avait plus. Maintenant, il n'y a pas longtemps, cette année de 2020. Il y a eu rupture, je ne sais pas s'il y en a maintenant. Donc, il faut une enquête pour voir quelle a été la nature de cet accord, comment l'argent des passeports a été géré, quelle a été la répartition des prix, l'argent partait chez qui. Et imaginez avec quelle entreprise faire un nouveau contrat. On ne peut même pas renouveler. Les débats ne mettent pas de renouveler. L'État doit prendre un nouvel engagement avec une autre entreprise. L'hôtel de monnaie de notre pays ne peut pas... L'hôtel de monnaie faisait à l'époque de Maréchal, l'hôtel de monnaie fait. C'était l'hôtel de monnaie qui faisait... Non, mais l'hôtel de monnaie faisait à l'époque de Maréchal. L'hôtel de monnaie faisait nos passeports. On peut faire nos passeports ici. Alors, il faut voir maintenant, peut-être avec les passeports biométriques, peut-être nos équipements sont dépassés. Il faut voir maintenant si on n'a pas d'équipement. Je n'ai pas sûr qu'on ait d'équipement pour faire les passeports biométriques. À ce moment-là, il faut que l'État voit dans une transparence comment faire passer le marché des passeports à travers l'appel d'offres. Un appel d'offres, que ce ne soit pas de gré à gré. Que ce ne soit pas de gré à gré. C'est vrai que cette histoire nous met quand même un peu... vraiment quelque chose à la gorge, on a même un peu honte d'en parler, mais c'est l'information, nous devons en parler. Le sextape d'un pasteur, ça a beaucoup choqué, ça a beaucoup fait parler. C'est vrai que l'honorable Franck Diongo ne veut vraiment pas en parler, mais nous sommes obligés.
est-ce que c'est un coup politique? Parce qu'aujourd'hui, tout est politique. Hein. Quand vous volez, même on dit acharnement politique envers Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on dit tout ça aussi, c'est un coup politique du FCC, vous l'avez suivi. Est-ce que c'est un coup politique? Moi, je suis trop attaché aux valeurs, aux principes. Je m'étais de commenter sur ces dossiers, avec tout le respect que je vous dois. Vous savez que je défends d'une part les droits de l'homme, d'autre part la démocratie, et je suis un chercheur sur la question congolaise. Je m'interdis à ce niveau de me prononcer. Je n'ai pas les éléments réunis pour me prononcer. Notre tout dernier dossier, mesdames et messieurs, nous parlons un peu de nous. C'était la journée de la liberté de la presse cette semaine. Et cette semaine aussi, notre confrère Izuba a été confronté en justice par rapport à l'APK. Vous le savez que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a porté plainte contre plusieurs journalistes. Si je ne me trompe pas, il y a Izuba, il y a Israël Mutombo de Congo Web Télévision et bien d'autres, le nom reviendront. Nous allons en parler pour atterrir. Il est 11h de Kinshasa. Edmond Izuba se pointe devant le bâtiment abritant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Accompagné de quelques-uns de ses confrères, mais aussi de son avocat maître Hervé Diakessé, le journaliste de l'Objectif.cd a été auditionné pendant près de 2 heures suite à une plainte déposée contre lui par le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons répondu au mandat de comparution qui a été décerné par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre mon client, M. Edmond Izuba, votre confrère. Et comme tout bon citoyen responsable, il a tenu à comparaître devant la justice de son pays pour déposer et répondre à toutes les questions qui lui seront posées en ce qui concerne une plainte que vous connaissez. J'en parle parce qu'elle a circulé dans les réseaux sociaux. Oui. Sinon, je me serais abstenu de faire allusion au contenu des auditions qui ont eu lieu devant le procureur général, étant donné que je dois respecter les secrets de l'instruction. M. Izuba a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées et il ressort, comme vous le voyez, tel qu'il est entré, en bon citoyen, prêt à collaborer avec la justice de son pays, chaque fois que cela sera nécessaire. Après l'audition, Edmond Izuba a pu regagner la maison en homme libre. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo a, à travers un communiqué de presse publié ce jeudi, réitéré sa demande à Godempo et ses collaborateurs de retirer leur plainte en justice pour l'adresser à l'autorité d'autorégulation des professionnels des médias. L'an 2020 marque la 2e année de la célébration de la journée de la liberté de la presse sous le quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi. Des actions concrètes du chef de l'État sont attendues tant sur le plan politique, judiciaire que sécuritaire pour rendre plus sûr l'exercice du métier du journaliste en RDC. Dans la dernière édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, le pays de Félix Tshisekedi a gagné 4 places et passe de la 154e à la 150e position sur 180 pays. Pourtant, son score a baissé de 2,62, ce qui reste un problème. Rappelons que dans son discours d'investiture, le président de la République avait pris l'engagement de faire des médias véritablement un 4e pouvoir en menant ces 5 actions prioritaires énumérées par l'association Journalistes en danger, notamment réformer sans délai les cadres légaux répressifs actuels de l'exercice de la liberté de la presse, doter la RDC d'une loi d'accès à l'information, mettre fin aux arrestations de journalistes et aux suspensions arbitraires des médias, mettre en place un mécanisme national de protection des journalistes et mettre fin à l'impunité des crimes commis contre le journaliste. En effet, j'aide d'appel les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, à agir en conséquence pour parachever les réformes légales vitales à la liberté de la presse en RDC. Franck Diongo, est-ce
que ce n'est pas aussi priver les journalistes de leur liberté de s'exprimer? Parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa poursuit certains journalistes par rapport à certains dossiers, hein, toujours de détournement et tout ça. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne veut pas en entendre parler. Bon, je n'ai pas également d'éléments. On ne doit pas protéger les journalistes par rapport à certaines choses. Moi, des pénalisations de tu sais, moi j'ai un problème d'objectivité, de franc-parler. Je ne donne pas de point de vue dans des dossiers où je n'ai pas mené des investigations et des enquêtes, où je n'ai pas de pièces. Donc, à ces dossiers également, je ne peux pas intervenir, mais je plaide pour qu'un état de droit soit respecté. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, pour vous, c'est une réalité? Vous vivez cette liberté de la presse? Vous sentez que les journalistes congolais s'expriment librement? Il n'y a pas trop de contraintes? Mon problème, c'est que nous avons milité pour la liberté d'opinion, liberté d'expression, et que l'état de droit soit respecté à tous les niveaux, du côté des médias, du côté des journalistes, du côté de la police, du côté de la justice, du côté de l'armée, du côté de tous les services, que la loi soit au-dessus de tout. C'est ça être républicain. Donc, les textes sont là d'être bien appliqués. Si les textes ne sont pas bien appliqués, il faut combattre pour le respect du texte. Une petite dérogation, vraiment une petite dérogation. C'est vrai que nous sommes à la fin d'une petite dérogation, c'est vrai. J'ai avec moi un défenseur de droits de l'homme. Je fais une petite dérogation par rapport à M. Malard qui a tenu des propos assez choquants envers le deux présidents de la République. C'est aussi pour vous une façon de s'exprimer librement? C'est qui? M. Malard qui a traité nos deux présidents d'escrocs et de tyrans. Avait-il le droit de s'exprimer ainsi, ou on a le droit de tout dire et de ne rien dire? Il a présenté des excuses, donc il était en faute. Il était en faute. Il a déjà présenté des excuses publiques, donc il était en faute. C'est pas ça la liberté d'expression. Nous sommes à la fin. On peut ne pas être d'accord, mais il faut éviter d'être désagréable avec des propos injurieux et désobligeants. Un mot de la fin, Franck Ndongo, nous sommes en train de nous dire au revoir déjà. Donc, Paulette Kimuto, merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Je dois vous dire que c'est un privilège pour moi de votre invitation, mais en conclusion, je souhaite à ce que les procès, les poursuites judiciaires du dossier des présidents Vital Kamerhe et consorts, qu'il y ait un procès équitable, que ceux qui vont comparaître, les accusés, les présidents Vital et les autres, qui ne se servent pas du mensonge, de la désinformation, de l'intoxication pour bénéficier de ce qu'on appelle capacité de sympathie de la population. Qu'on reste dans la vérité, dans l'honnêteté. Le peuple a besoin de connaître la vérité. C'est un combat, la révolution de l'état de droit, de sorte que ceux qui sont réellement responsables, ceux qui sont impliqués, soient réellement punis et sanctionnés. Le peuple soutient la justice pour combattre la corruption et améliorer la qualité des systèmes de vie dans notre pays et améliorer la qualité de l'administration de notre système judiciaire. Merci. Candidat 2023, Franck Ndongo? Ce n'est pas encore le moment. Merci mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à cette émission, merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, merci à vous et prenez rendez-vous avec nous le dimanche prochain pour notre Info 7, si Dieu le veut. À dimanche prochain, Inch'Allah.